Jeudi prochain, 30 janvier à 19 h, le Centre ACI de Cannes recevra le docteur David Onona pour une conférence ayant pour thème l'histoire secrète des manuscrits de la mer Morte. Mise au jour principalement entre 1947 et 1956, à proximité du site de Qumran, à cette époque sous contrôle jordanien, les manuscrits de la mer Morte sont un ensemble de parchemins et de fragments de papyrus, principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Découverts dans 12 grottes où ils avaient été entreposés, ce sont près de 970 documents copiés, semble-t-il, entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère, dont il ne reste parfois que d'infimes fragments. Parmi les éléments découverts et qui présentent un intérêt considérable figurent de nombreux textes du Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque ou Ancien Testament, ouvrage antérieur de plusieurs siècles au plus ancien exemplaire connu jusqu'alors. Aujourd'hui, la majorité de ces quelques 900 manuscrits sont conservés au musée d'Israël à Jérusalem, structure reconnaissable à son dôme en céramique blanche qui rappelle le couvercle des jarres dans lesquels il fut découvert. Pour nous entretenir de l'intérêt considérable que cette découverte suscite, nous avons en ligne le docteur David Onona, ex-inspecteur de l'autorité des antiquités israéliennes et responsable des volontaires des fouilles terrestres et sous-marines. Docteur David Onona, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Alors tout d'abord, avant de nous centrer sur Qumran, et placez-nous dans le contexte historique de cette époque, c'est-à-dire 300 ans avant le 1er siècle, et que l'on a appelé celle du Second Temple. Comment vivait la population de la Judée et quelle était la place de la religion ? Alors, on va pas dévoiler absolument tout ce qu'on va dire dans la conférence, mais grosso modo, à la période du Deuxième Temple, c'est une période où les Romains vont remplacer les Grecs. Au début, les Romains rentrent en Judée en 64 avant Jésus-Christ avec Pompée. Et la Judée, sous l'ère d'Hérode, du roi Hérode, va connaître une énorme croissance économique. Des villes sortent de terre, comme la ville de Césarée, Jérusalem est embellie, elle a un statut international, la Judée fait du commerce, et la société juive, au regard de ce développement économique, elle va vivre des révolutions sociologiques très importantes. Alors la Judée est divisée dans différents courants qui s'affrontent. Les Zélotes, les Esséniens, les Pharisiens, les Sadducéens, donc énormément de divisions, de regards, qui portent à la fois sur le nationalisme juif, l'indépendance par rapport aux Romains, la place de la religion, la place du temple, et donc on a une société divisée. Les Romains vont profiter de cette division pour accentuer le joug sur la Judée, une Judée qui est vraiment, on va dire, instable, difficile à manœuvrer, jusqu'à la révolte juive qui va se solder, vous le savez, par la destruction du Second Temple et l'exil du peuple juif dans le monde romain. Docteur David Onona, est-ce que vous pouvez nous situer Qumran ? Décrire aussi le paysage qu'il y avait donc à l'époque, l'environnement, et nous dire si ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement c'est un désert aujourd'hui. Alors, Qumran, on est au sud de Jérusalem, sur un axe essentiel qui mène de la capitale à l'époque de la Judée vers le désert de Judée, c'est-à-dire qu'on descend vers le Jourdain et la plaine de la Harava. Cette plaine de la Harava, elle est la frontière est du pays, aujourd'hui avec la Jordanie bien évidemment, et elle nous mène du lac de Tibériade avec le long du Jourdain ensuite qui descend vers la mer Morte, et ensuite on descend jusqu'à quasiment le golfe d'Elat. Ce désert de Judée donc est le désert historique du peuple juif. Et on dit souvent que Jérusalem est à l'ombre du désert. C'est un désert qui a peu changé depuis l'époque. Ce sont les mêmes chemins, les mêmes routes. Il y a eu très peu de bâtis dans ce désert. Il est assez vierge, assez immaculé. Au pied du désert de Judée, au pied de Qumran, on est sur des falaises, qui se jettent ensuite dans la mer Morte. On a une plaine de sable avec du sel. Et puis ensuite, on a la mer Morte dont le lit s'est retiré puisque la mer Morte est en train de s'assécher. Il faut savoir que c'est une plaine qui est extrêmement fertile. Encore aujourd'hui, comme à l'époque d'ailleurs, on cultive là-bas des palmiers, dattiers. Donc c'est assez paradoxal parce que l'été il fait très très chaud, mais la terre est fertile. Si on amène de l'eau, il y a beaucoup de sources
comme En-Gedi sur la route de Masada par exemple, En-Fashra au nord, il y a à peu près une source tous les 17 km dans le désert de Judée qui se jette ensuite dans la mer Morte, et donc c'était un point de peuplement de la Judée avec des paysages qui sont entre ciel, désert, mer Morte, bleue, immaculée, donc assez magique, très prenant au niveau spirituel. Mais la mer Morte n'était pas à ce bas niveau qu'elle est actuellement. Non, malheureusement, c'est un autre sujet, mais la mer Morte perd énormément de sa surface à cause du réchauffement climatique, à cause du fait que les 3 affluents du Jourdain sont aujourd'hui détournés par la Syrie et bien évidemment une partie du Liban, par la baisse de la pluviométrie. Il y a un certain nombre malheureusement de facteurs qui s'aggravent les uns les autres, qui font qu'on vit un drame écologique, et surtout l'impuissance des gouvernements de la région a décidé de faire un canal, soit Méditerranée, mer Morte, soit mer Rouge, mer Morte, qui pourrait remettre de l'eau, avec tous les enjeux écologiques, bien sûr, toutes les études qui ont été faites. Aujourd'hui, il y a une absence de décision politique, et on assiste à cette mer Morte qui se meurt de jour en jour, d'année en année. Alors, les manuscrits ont été découverts dans des grottes, mais Qumran, à l'époque, c'était un petit village fortifié, avec enceinte, tour, bain rituel, aqueduc, citerne, réfectoire, four, cuisine, salle d'écriture. Comment témoignent d'ailleurs les vestiges que l'on peut visiter en ce moment, hein. Docteur David Onona, qui est-ce qui vivait à cette époque à Qumran et pourquoi on y vivait ? Alors là, on est vraiment au cœur du sujet, parfois du mythe et des fantasmes autour de Qumran, des erreurs ou des réinterprétations successives historiques, quand j'entends votre question. On sait que des Juifs vivaient à Qumran, bien évidemment. Nulle part on a de preuves scientifiques établies que c'était des Esséniens. Les gens qui parlent des Esséniens à Qumran sont venus en parler plusieurs siècles après, comme Pline l'Ancien. Nulle part on a trouvé un texte qui dit que les Issim vivaient, Issim en hébreu c'est les Esséniens, vivaient à Qumran. Il y a une interprétation, vous savez, du père Deveau, qui a dirigé les fouilles de 1949 à 1956 sous l'autorité des antiquités jordaniennes, avec l'école française biblique, à l'époque où Israël n'était pas du tout dans la partie, puisque cette partie était aux mains des Jordaniens, qui a interprété et projeté sur Qumran un certain nombre de positions politiques, de positions religieuses. Et effectivement, on a voulu voir, par exemple, dans Qumran, on a décrit souvent Qumran comme un centre qui serait un centre monastique de moines soldats retirés du monde, et on a voulu aussi faire une bijection. On a voulu faire une bijection avec les Esséniens en disant qu'il n'y a pas de femmes à Qumran, et que on voit tout de suite le parallèle, un maître de lumière qui aurait pu être le Christ. Tout ceci, on en parlera un petit peu dans la conférence. On essaiera de lever, de faire le tri entre les faits historiques, les ressources archéologiques et les faits que l'archéologie a mis en lumière d'un point de vue scientifique, et puis ensuite, bien évidemment, l'interprétation qu'on peut en donner aujourd'hui, alors même que la plupart des rouleaux ont été publiés, et que on est aujourd'hui en train de discuter des interprétations modernes, et qu'on s'est éloigné énormément de beaucoup de mythes et de fantasmes qui ont été développés dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, le débat s'est un peu assaini autour de Qumran, et tout ça, on en parlera tranquillement dans la conférence. Mais est-ce qu'il y avait d'autres petits villages comme ça, je sais pas moi, Masada, Alors, oui, j'ai cité tous les 17 km entre En-Fashra, En-Gedi, et ensuite En-Bokek après Masada, des sources d'eau, et chaque fois qu'il y a une source d'eau douce, sur un terrain qui était aussi essentiel stratégiquement que cette route, qui est la route de la Harava. Encore une fois, ça partage les pays de l'époque de la Bible. Moab, c'était la Jordanie d'aujourd'hui. Les Moabites, qui sont des ennemis des Israélites. Donc c'est vraiment, on est sur un poste frontière. Et surtout, on est sur un deuxième élément stratégique auquel les gens ne pensent jamais. Parce que malheureusement, on se détache un peu de l'histoire. Et puis des fois, il y a des rapprochements qu'on ne fait pas. Vous savez quel est le grand trésor d'Israël à l'époque? Est-ce que vous avez une idée de la ressource naturelle que Israël a à foison et qui est essentielle pour l'Antiquité? Des arbres? Non. Non. Il y a un peu de forêt dans le nord, mais non. Le sel. La mer Morte, c'est du sel. Le sel de la mer Morte. Et le sel à l'époque, c'est comme des diamants qui sont posés à même le sol pour ramasser certaines mains. Il faut avoir en tête qu'un légionnaire romain qui combat dans la Légion, dans la 10e Légion, quand il a servi 5 ans, on lui donne un lopinter, on lui donne aussi 2 poignées de sel. En salaire. Le mot salaire vient du mot sel. Et donc, la Judée a une ressource naturelle pour l'époque indispensable à la vie, puisqu'on conserve les aliments, on en a besoin aussi dans le désert pour se déplacer, sinon l'homme
dessèche et notre espérance dans le de vie est très limitée, sur les voyages, les grands voyages, en bateau aussi, on a besoin de sel pour conserver les aliments. Il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de congélateur. Et donc le sel est vital à la vie humaine. Et en Judée, à la mer Morte, il suffit de se baisser, de le ramasser. Et donc on a effectivement des communautés et des garnisons de soldats. C'est aussi pour ça que, par exemple, Masada est situé à Masada, le palais du roi Hérode est situé à Masada, comme une alternative potentielle à Jérusalem qui est agitée au cas où il serait renversé, mais aussi parce qu'il y a des soldats qui gardent cette ressource naturelle. Et ceci, en général, les gens ne font pas le rapprochement entre la mer Morte, la mer de sel, on l'appelle en hébreu Yam HaMelach, la mer de sel, et c'est l'importance de cette ressource stratégique et vitale que possède la Judée de manière simple. Et là, il n'y a pas besoin d'assécher comme, par exemple, les marais salants en Camargue. On a le sel devant nous d'excellente qualité et absolument en quantité phénoménale. Oui, effectivement, puisque en France, au Moyen-Âge, il y avait une taxe sur le sel automatiquement. Ben voilà. Bien évidemment. Et oui, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Docteur David Onona, alors à Qumran et puis dans ces petits villages, alors qui est-ce qui habitait? Est-ce que c'était des communautés sectaires? Est-ce que c'était des communautés qui pouvaient vivre sans le temple? Ou est-ce que c'était l'émergence de communautés divergentes à la religion du temple? Alors, vous venez de poser tellement de questions en une que ça va être difficile de répondre, mais je vais quand même essayer de donner des éclairages. La centralité du temple en Israël à l'époque du deuxième temple, elle est indiscutable. Pour toutes les nuances de la société israélienne, ou pas israélienne, mais la société juive de l'époque. J'ai fait un lapsus qui est intéressant, parce que il y a un débat là-bas entre les nationalistes, il y a un débat là-bas entre les orthodoxes religieux, il y a un débat là-bas avec des laïcs qui souhaitent s'assimiler au monde romain et qui sont tournés vers Rome, vers l'Occident. Il y a un débat là-bas vers des religieux puristes qui disent que le temple s'est éloigné de sa destinée et de sa fonction parce que les marchands font du business, que les balances sont pas justes, que les Kohanim, les prêtres achètent leurs fonctions, et donc qui tournent vers le désert, qui retournent vers le désert, vers une spiritualité beaucoup plus ascétique. Et donc, mais tout le monde parle du temple. Le temple est central. Les divisions dans la société juive sont au sein des familles. On peut avoir un fils qui est essénien et un père qui est zélote. Et on peut avoir un père sadducéen et avoir des enfants, une partie pharisien. Donc cette division, elle est dans toute la société israélienne. D'ailleurs, si on parle des Esséniens, qu'on relie souvent à Qumran, on a longtemps pensé qu'il y avait une communauté essénienne en Israël à Qumran. Donc ça, c'était aussi un fantasme et une projection. Et aujourd'hui, on a des traces des Esséniens dans tout le pays, dans la Galilée, dans le sud. On sait qu'il y avait des Esséniens aujourd'hui à Masada aussi. À Masada, on n'a pas un groupe homogène, on a des zélotes, on a des pharisiens, on a un peu de tout. Ces juifs qui débattent entre eux, qui ont des divergences de point de vue, d'appréciation de la religion. Et donc, alors, kat en hébreu, ça veut dire secte, mais c'est pas au sens sectaire qu'on peut l'entendre en France dans la définition que sont les sectes. C'est au sens de groupes sociaux bien définis, qui s'opposent les uns les autres, ou qui pensent que, bien sûr, chacun d'entre eux pense qu'il a la vérité, et essaye de convaincre les autres que c'est la bonne voie. 2000 ans après, ça n'a pas changé, hein? Pas beaucoup, c'est ce que disait le grand rabbin de Strasbourg, parce là vous me trouvez à Strasbourg après une conférence sur le même thème, et il a fait un trait d'humour avec beaucoup de perspicacité, effectivement en notant qu'on pourrait presque faire un parallèle avec aujourd'hui. Exactement. D'où mon lapsus tout à l'heure. Alors on va revenir donc à Qumran et aux écrits. De quand datent justement les premières écritures et sur combien d'années se sont-elles effectuées? Et pourquoi on les a dissimulées dans des grottes alors qu'il y avait des petits villages? Alors, vous avez à nouveau posé plusieurs questions en une, je vais les prendre une par une. Les écrits sont datés de moins 200, moins 300 jusqu'à 70. La plupart d'entre eux, 80%, sont issus de la période active du temple, c'est-à-dire moins 100 à plus 70. Ok? Ils sont écrits en araméen, ils sont écrits en hébreu, ils sont écrits pour partie en grec, sur des supports différents. La plupart sont des parchemins, mais il y en a une partie en papyrus, donc il y a différentes matières. Pourquoi est-ce qu'ils ont été cachés à Qumran ou entreposés dans des grottes? Là aussi, on va être sur de l'interprétation 2000 ans après. On peut tout imaginer, on peut tout proposer. On peut imaginer que c'était un mode de conservation classique des rouleaux parce que les grottes ont une température constante, un taux d'hygrométrie constante, et donc déjà à l'époque les gens savaient que quand on veut conserver des sources écrites sur des parchemins, il vaut mieux les mettre dans des conditions optimales, et ça avait énormément de valeur. On savait bien que pour écrire un Sefer Torah, il faut presque un an.
que ça coûte très très cher, et donc à l'époque, il faut imaginer que ça avait une énorme valeur, et que c'était un peu le coffre-fort Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas... Voilà, donc le deuxième niveau, c'est que c'était comme un coffre-fort, parce que les grottes sont inaccessibles au grand public. Hein, il faut avoir des talents d'escalade, il faut avoir un niveau physique et sportif assez conséquent, il faut avoir des cordes, du matériel pour aller dans ces grottes. Ensuite, quand vous avez des gens qui sont pendus à une corde et qu'on a le Qumran juste en bas, on les voit, c'est très visible, donc on peut repérer des voleurs, des gens qui viennent faire une effraction. Troisième point, on peut imaginer également que ces grottes ont fait office de cache. Donc elles sont à la fois un coffre-fort, à la fois elles sont idéales pour la conservation, et peut-être aussi qu'elles ont été des cachettes. C'est-à-dire qu'au moment où la Judée s'embrase et où la révolte juive contre les Romains atteint son apogée, un certain nombre d'acteurs vont décider de cacher ces rouleaux pour la postérité. Ils ont peur que les Romains les brûlent, et d'ailleurs ils n'ont pas tort parce que le temple va être brûlé finalement. Et ils veulent préserver pour les générations futures ce patrimoine juif essentiel, caractéristique de l'époque. Est-ce qu'on a pu cacher d'autres choses que des parchemins, par exemple ? Bien évidemment. On a caché des armes, par exemple. On a caché la nourriture, parce que les Juifs vont ensuite se révolter à partir de grottes également. On a caché, on a retrouvé dans les grottes pas seulement les rouleaux, mais énormément de témoignages. Ça aussi, on le verra à travers la conférence un petit peu. Même si le thème de la conférence est l'histoire secrète de la découverte des rouleaux, mais je sens qu'à Cannes, je reviendrai sûrement après sur d'autres conférences autour de Qumran et puis d'autres sujets. Et ce sera avec plaisir. Mais je vous sens passionné déjà, donc c'est un vrai plaisir de faire cette interview avec vous. Alors justement, docteur David Onona, quel est l'intérêt historique de cette découverte et qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau même d'ailleurs ? La découverte est majeure. Elle est majeure. On considère aujourd'hui dans les métiers de l'archéologie et de l'histoire que c'est la découverte la plus importante du XXe siècle. Tout le monde est d'accord avec cette approche. Le côté extraordinaire de Qumran, il est assez simple. Si je vous pose une question, est-ce que vous connaissez la plus vieille version écrite avant Qumran ou postérieure à Qumran, mais en dehors de Qumran, de la Bible? Vous avez une idée du texte le plus ancien qui fait autorité dans le monde juif par rapport à ce qu'on appelle la Bible? Vous avez une idée de sa date? Oh, ça peut dater à peu près de 1000 ans avant. Non, 1000 ans après. Donc c'est le Codex d'Alep qui a été écrit entre 910 et 930, qui est, on va dire, la référence pour les scientifiques, les historiens et le monde religieux et le monde juif, le Codex d'Alep qui est la première version qui a servi de base ensuite à toute l'imprimerie juive quand elle va se développer. Ce qui veut dire que donc on a 1000 ans à peu près de maîtrise du texte biblique, et ensuite on a un trou complet. Et Qumran vient boucher ce trou, puisqu'on va retrouver à Qumran des rouleaux incroyables, certains connus, donc ça c'est une partie de la découverte, parce que l'enjeu de recherche va être de comparer le texte, par exemple, d'Isaïe ou le texte des psaumes avec quoi? Avec le texte d'aujourd'hui. Ça c'est évident en termes de recherche, et la grande surprise des chercheurs de Qumran, c'est quoi? C'est que les textes sont quasi similaires. Et la deuxième énorme découverte dans Qumran, c'est qu'on trouve des textes qu'on ne connaissait pas, qu'on avait oubliés, qu'on avait perdus, et on redécouvre des textes fondamentaux de l'histoire juive et de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité. Alors justement, la découverte majeure, donc, c'est le grand rouleau du livre d'Isaïe, qui a été retranscrit au IIe siècle avant notre ère. Mais comment on a pu le lire et le transcrire? Parce qu'il était écrit sur du cuir, c'est ça, du cuir qui était enroulé sur lui-même, et très très long. Dans un rouleau, il fait 7,34 m de mémoire, donc je peux me tromper d'un ou 2 cm, mais 7,34 m. Il est écrit en hébreu classique, et vous posez une question qui est amusante, mais ça aussi, ça fait partie de la conférence et de la surprise de la conférence. Je répondrai aux gens qui viennent dans la conférence à la question de comment a-t-on pu le déchiffrer et le lire. Les gens qui seront là auront une surprise. Et ce livre d'Isaïe, il est en tout lieu, en tout point, quasiment identique à la version d'Isaïe qu'on a aujourd'hui dans le Tanakh, dans la Bible juive. Alors,
la découverte des manuscrits, est-ce que c'est une découverte ou une redécouverte? Parce que c'est vrai que j'ai fait un petit peu de recherche et l'existence des grottes qui contenaient donc les manuscrits bibliques et extra-bibliques en hébreu et en grec, ils ont été conservés dans des jarres et ils étaient déjà mentionnés par Origène en 225 et Timothée vers 1800, et Timothée Ier vers 800. Je vais vous poser une question pour répondre à la vôtre. Quel est le plus vieux métier du monde? Ne vous trompez pas. Oh, c'est maman. Il y a un autre métier qui est vieux comme le monde. Scribe. Non, un autre encore, qui est pilleur d'antiquité. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît le pharaon Toutankhamon. Il y a une expédition à Paris majeure l'année dernière, absolument fantastique. Et pourtant, Toutankhamon n'est pas un pharaon majeur de l'histoire de l'égyptologie antique. Par contre, sa tombe est arrivée intacte. Les archéologues ont découvert la tombe sans qu'elle ait été inviolée. Si on prend un grand pharaon, Ramsès III, sa momie a été trouvée nue, adossée contre une échoppe d'antiquaire en Égypte, et il a fallu qu'on fasse une analyse génétique 60 ans après pour se rendre compte qu'on avait devant nous Ramsès III. Ça veut dire que la pyramide a été, la tombe du roi, les chambres royales ont été complètement pillées, violées, et tout a été vendu par les pilleurs d'antiquité. Alors mon métier précédent, c'était inspecteur général aux antiquités israéliennes, et je me suis occupé de trafic d'antiquités, et bien sûr de démanteler ces réseaux. Le plus vieux métier du monde, c'est ce métier-là. Et si on revient à votre question, quand on trouve dans la grotte numéro 1 8 jarres intactes, 7 sont vides. Une seule contient des rouleaux. Donc quelqu'un était passé jarres ont été visités. Il ne faut pas oublier aussi que après la chute du temple, il y a un certain nombre de juifs qui partent en esclavage. Tous ne sont pas exécutés par les Romains ou tués dans la révolte. Une partie vont être esclaves. Une partie d'ailleurs va aussi fuir dans le nord du pays, en Galilée. Et ils vont transmettre à leurs enfants le secret de l'emplacement des grottes. Ça va se transmettre de père en fils, puis à un moment, ça va s'oublier. Et donc, entre les gens qui vont revenir sciemment et les pilleurs d'antiquité, beaucoup de grottes ont été visitées. Encore plus quand l'annonce a été faite dans les années 50 de la découverte des rouleaux. Énormément de trafic d'antiquité auquel Israël a décidé de mettre fin ces dernières années, mais ça aussi c'est une autre histoire. Et donc des rouleaux sont sortis au Moyen-Âge, on en a eu des traces, et ensuite tout ça s'est perdu au fil du temps. Docteur David Onona, avant de conclure cet entretien, en dehors des conférences que vous organisez, en dehors des conférences, vous organisez des voyages archéologiques. En quoi consiste-t-il et qu'est-ce que vous faites visiter ? Alors, on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Israël Archéologie, dont l'objectif est de relier un petit peu les peuples à leur histoire commune en Terre Sainte. Vous savez que la Terre Sainte, c'est la base et le berceau des 3 religions monothéistes, le judaïsme, ensuite le christianisme et puis l'islam. Et en Israël, il y a 78 000 sites archéologiques recensés, connus au cadastre. Une infime partie d'entre eux a été fouillée, est ouverte au public, dans des parcs nationaux ou des sites nationaux. Et donc, qu'est-ce qu'on organise? On organise des voyages en Israël absolument incroyables, originaux, puisque l'idée, c'est de regarder Israël autrement. Et on voyage donc dans le pays, dans le nord, dans le sud, dans le centre, à Jérusalem. On rencontre des archéologues, on va sur des chantiers archéologiques, et donc on a des guidages de sites qui sont absolument très très haut niveau, très pédagogique en même temps. On touche du doigt sur ces sites les objets, les artefacts qui sont sortis en direct des fouilles, puisqu'on va sur des chantiers actifs aussi, chantiers de fouilles archéologiques actifs. Et donc on peut avoir dans les mains des pièces, des poteries, des bijoux, de la verrerie qui sort à l'instant même des fouilles, avec une explication des gens qui travaillent sur place. Et on est confronté, bien évidemment, et on discute avec les équipes de chercheurs qui sont juifs, chrétiens, musulmans, au Reshut Atikot, dans l'antiquité israélienne, dans les universités, les instituts archéologiques, les 3 grands instituts archéologiques israéliens. Eh bien, il y a un tiers de non-juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des gens athées, et puis il y a des juifs. Et tout le monde travaille ensemble. Et ça, c'est très important aussi de montrer un autre visage d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait également? On a accès à des lieux privilégiés, fermés au public. On est allé, par exemple, au dernier voyage au mois de novembre, on a été reçu par le conservateur national des monnaies antiques,
Et la délégation a pu avoir dans les mains le demi-cycle d'argent qui servait à recenser les Juifs au Temple, à l'époque du Deuxième Temple. Donc une pièce qui est incroyable. On a eu dans les mains la pièce très très connue Judea Capta, qui a été frappée par les Romains. On voit la Juive à genoux, en pleurs, assise au pied d'un légionnaire romain qui la domine. Et j'expliquais à Strasbourg que ça nous renvoie à deux statues, synagoga et ecclésia au Moyen-Âge. Hein, où la Judée et son visage est avec un foulard, son sceptre est brisé, le Erdukidouche tombe par terre, l'étape de l'Oa tombe par terre, et on a un nouvel Israël qui est l'Église. Donc on a eu cette pièce dans les mains, on a eu des pièces incroyables de toute l'histoire, des pièces croisées, des pièces fatimides en or qui ont été trouvées à Césarée. Donc on accède à des lieux particuliers. D'avant on avait visité le laboratoire antique du verre. Peut-être qu'un jour on ira voir ne dites pas tout, le laboratoire docteur David Onona, ne dites pas tout, mais comment on fait pour justement vous aider? Alors, comment on peut participer? D'abord, on peut s'inscrire au voyage. Ensuite, on peut faire un don. On a un site en ligne. On est hébergé par la Fondation du judaïsme français. Et donc, il est possible de faire un don en ligne. Il faut savoir, par exemple, qu'on donne des bourses. On soutient actuellement une jeune archéologue franco-israélienne qui fait un doctorat. Elle est à la Sorbonne. Elle a fait son doctorat à Haïfa. Elle s'appelle Pimprona Latlan. Elle a reçu une bourse de 24 000 shekels par année d'études doctorales. Et donc, on peut nous aider financièrement. Et puis, on peut aussi militer au sein de l'association, nous aider sur les réseaux sociaux, venir aux conférences, bien évidemment. On a un certain nombre d'activités possibles. On recherche des volontaires également sur les fouilles archéologiques, donc on peut aussi postuler et monter un petit groupe pour venir faire des chantiers archéologiques. On donnera accès aux gens pour venir mettre les mains un petit peu dans la terre et participer à cet effort national. Voilà, donc il y a différentes activités qui sont proposées tout au long de l'année. Et le soutien dont on a besoin le plus au jour d'aujourd'hui, c'est bien sûr, vous le savez, un peu le nerf de la guerre, c'est de la finance. Eh bien, écoutez, vous nous avez mis l'eau à la bouche et on sera bien sûr présent et on sera présent jeudi prochain à Cannes pour venir voir. Comment ça se passera? C'est-à-dire que vous avez un film, vous avez des diapositives, vous avez, en dehors de votre... Alors, j'ai effectivement un diaporama qui va servir de base à la conférence et les gens vont passer un moment... magnifique. Cette conférence, on l'a donnée à Paris, on a eu beaucoup de succès. Et puis, en bon israélien que je suis, je me suis dit qu'il fallait aussi aller partout en France, dans ce qu'on vous appelait la province. Et moi, je suis très heureux de venir à Cannes. Très content de venir à Nice, à Cannes, puisque je serai à Nice, je crois, la veille, sur un autre sujet lié à la Ménorah. À Cannes, on parlera donc des rouleaux de la mer Morte. J'étais à Strasbourg là et on va envisager, on a des demandes, hein. Souvent dans les conférences il y a des gens qui sont de passage et à Strasbourg j'avais des gens d'autres villes qui m'ont dit il faut que vous veniez chez nous, on va organiser ça, c'est fantastique. Donc voilà, je suis très heureux de venir à la rencontre des Cannois. C'est ouvert aux juifs, aux non-juifs, des gens qui sont curieux, qui sont bienveillants, ouverts, et on passera un excellent moment. Il y a une partie vidéo, enfin vous verrez, on en reparlera, mais je pense que vous serez surpris agréablement par la conférence. Je recevais ce vendredi matin le docteur David Onona, ex-inspecteur de l'autorité des antiquités israéliennes et responsable des volontaires des fouilles terrestres et sous-marines. Nous le recevrons à Cannes jeudi prochain, 30 janvier à 19h, au centre communautaire ACI de Cannes, pour une conférence ayant pour thème « L'histoire secrète des manuscrits de la mer Morte ». Docteur David Onona, merci et à jeudi prochain à Cannes. Je serai très heureux de vous rencontrer à jeudi prochain. Jeudi prochain à Cannes, d'abord. Les amis, à jeudi. À jeudi. Au revoir.